Bonjour Christelle et bonjour Pauline. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui chez Cobistar. Merci. Donc vous êtes ici pour nous raconter un témoignage qui vous tient à cœur et par rapport à votre combat. Donc quel est-il ce combat ? Alors, avant toute chose, je tenais à signaler que si nous sommes ici, c'est pas pour un témoignage politique ou anti-force de l'ordre. Nous, ce que nous voulons véhiculer, en fait, c'est les malfaçons qui se sont passées le 19 août 2017, le jour de la mort de Louis. C'est-à-dire donc l'intervention de la police qui a été malmenée, le corps médical qui a été absent, et donc la loi 435-1, pour qui donc nous avons eu un non-lieu, une confirmation de non-lieu, une cassation, et maintenant nous sommes à la Cour européenne pour pouvoir défendre la mémoire de Louis. Donc la mémoire de Louis, c'est-à-dire que s'est-il passé ? Alors, Louis, mon beau-frère, était atteint de schizophrénie. Et donc, ce 19 août, il était en pleine crise. Il était enfermé dans sa voiture. Et donc, une patrouille de police est arrivée, l'a encerclé dans sa voiture. Donc, du coup, il y avait une voiture à l'arrière, une voiture sur la gauche, une voiture sur la droite et une porte de garage devant. Donc, il était complètement encerclé. Ils ont commencé à taper sur la voiture, à hurler de tous les côtés qu'il fallait qu'il sorte de la voiture. Ils ont fini quand même par arriver à ce qu'il ouvre un petit peu la vitre. Ils lui ont vidé 2 bombes de gaz lacrymogène. Donc tout ça pour dire que pourquoi cette intervention a été aussi brutale. On sait tous, normalement les policiers sont censés le savoir, c'est que quand une personne est en crise psychotique, ils ont fait tout le contraire. En fait, il aurait fallu rester éloigné du véhicule, être le plus calme possible, ne pas le contredire et appeler les médecins, tout simplement. Mais les est-ce qu'il savait, il connaissait en fait les conditions de... Alors, petite précision, je me permets. De base, en fait, l'interpellation, c'était surtout parce qu'il mettait de la musique trop fort en centre-ville. En fait, on lui avait dit d'écouter de sa musique, s'il voulait, ou d'aller se reposer, parce qu'on voyait qu'il était très fatigué. Il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, suite à sa crise. Du coup, on lui a dit, soit tu vas te reposer, ou tu vas écouter de la musique, histoire de te ressourcer un petit peu, avant que le soir, on devait l'inviter justement pour dîner ensemble. Vraiment, je ne comprends pas. Viens me chercher, je rentre à la maison, chez lui. Donc c'est là où il est rentré chez lui, il s'est garé devant chez lui, donc il était à son domicile, devant son... C'était pas son garage, mais c'était devant chez lui, il a un immeuble, donc voilà. Il était sur sa place de parking, et donc c'est là qu'ils l'ont interpellé, et donc ils l'ont interpellé un peu sauvagement, on va dire. Mais c'était en pleine journée, ça. En pleine journée, il était 17h. 17h pour être exact. L'interpellation. Et en fait, justement, il était il était chez lui, donc il était dans son quartier. Son quartier, c'est Hachette-sur-Loing, c'est Kennedy. C'est assez petit. Il était très connu dans son quartier, parce que tout le monde l'appréciait. Il était très apprécié. Et donc, en fait, justement, les passants autour qui ont vu l'interpellation, ils ont prévenu, parce qu'ils le savaient en plus, ses amis, qu'il était en crise. Parce que c'est tellement rare que quand il l'est, ça se voit. Il n'est pas agressif ou quoi, c'est juste qu'il est agité, il parle beaucoup, dans sa tête, c'est un peu une petite starlette, on va dire. Pour lui, il est connu, voilà. C'est un peu de l'extravagance. Et du coup, c'est pour ça que les passants ont interpellé la police pour leur dire il est en crise, il est malade. L'air de dire prenez des précautions, quoi. C'est pas une interpellation lambda, on va dire. C'est pas un terroriste. En fait, c'est ça. Parce qu'il a été dit, que c'était un terroriste, etc. C'était juste après les attentats de Nice. D'accord. Forcément, alors là, c'était le terroriste. C'était vigilance était accrue. Exactement. Voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, du coup, s'ensuit que il a ouvert il a pas voulu du coup sortir de la voiture, parce qu'en fait, je pense à sa place, je me mets à sa place, le connaissant. Je pense, c'est même sûr, il a eu peur. Oui. Et c'était surtout de la peur. Et c'est surtout que, comme il était en crise, je pense que dans sa tête, il s'est dit, la police, c'est pour m'emmener à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il était suivi du coup depuis plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et en fait,
son objectif à lui, il savait qu'il était en crise et il voulait être soigné. Et c'était vraiment... d'habitude, il le voit pas qu'il est en crise. Enfin, d'habitude, quand je dis d'habitude, quand il est en crise, personnellement, quand ça s'est passé, j'avais la vingtaine, je l'avais jamais vu en crise. Je l'avais vu qu'une fois. Là, c'était la deuxième fois où vraiment, du coup, je le voyais, où je le discutais avec lui. Donc, c'était très rare. Franchement, c'était pas quelque chose de courant. Le fait d'être traqué par un petit peu... Ah oui, voilà. ou Bah, c'est ça. En fait, du coup, justement, là, contrôlé par la police. il savait qu'il était en crise. Donc, il savait, OK, là, je sais que je suis en crise. Il faut que je me fasse soigner. Du coup, il voulait pas aller à l'hôpital psychiatrique parce qu'il a des mauvais antécédents. Il n'était pas très bien traité dans cet hôpital. Du coup, il s'est dit non, je veux pas y aller. Donc, si je n'y vais pas, il faut que je prenne soin de moi. Donc, il faut que je prenne mes traitements. Donc, il était prêt. Enfin, il était prêt à faire ça. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir vu la police, il s'est dit mince, le traitement ne fait pas effet peut-être assez vite. Ils se sont dit il faut qu'on m'interne. Donc lui, je pense qu'il a pris peur. Il s'est dit, je vais pas sortir, je veux pas aller à l'hôpital. Dans sa tête, c'était ça. Il y avait rien à voir avec la musique, il y avait rien à voir, je pense, avec une interpellation, voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il voulait pas sortir. C'est la peur de l'hôpital. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti, clairement. Et puis après, ils l'ont agressé. Donc bon, comme toute personne qui se fait agresser, évidemment, t'as encore moins envie de sortir. Donc oui, ils ont cassé la vitre. Ils lui ont mis donc la bombe, le gaz écrymogène en entière sur lui. Deux, oui. Avec la matraque également, de toute façon, pour casser la vitre. Mais tout ça avec des témoins qui bien étaient sûr. présents ce jour-là. C'était en plus au mois d'août, donc il faisait très beau, donc il y avait des enfants dehors, il y avait des familles, il y avait tout le monde dehors. Et donc, il y a même des vidéos sur Internet, de toute façon, donc tout a été filmé. Et donc oui, il y avait tout le monde autour, normal, quoi. Pourquoi, comment, on ne sait toujours pas aujourd'hui. Ça va faire 10 ans. Et on n'aura jamais la réponse. En fait, il y avait la voiture à tonton, il y avait la voiture de droite, la police. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Il y a un policier qui a pris cette voiture et qui l'a mis en renfort à l'arrière. Oui, voilà. À l'arrière. Donc, du coup, Louis, il s'est dit, je peux m'échapper, ils me tapent dessus, ils me veulent du mal, parce que c'était ça dans sa tête. Mais bien sûr, c'était de la peur. C'était pas une question de dire, c'est les flics, je veux pas. Il avait peur, en fait. C'est pas qu'il ne voulait pas obtempérer, c'est qu'il avait peur d'une agression sur lui. Exactement. Et la peur de l'hôpital, en fait, c'est ça. Parce que à l'hôpital, il nous disait toujours qu'il le battait, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, on ne le saura pas non plus. Mais bon, voilà. Donc, c'était vraiment une peur. Il était complètement apeuré, mais vraiment, c'était pas de vouloir faire un refus d'obtempérer. C'est pas du tout ça. De toute façon, on l'a vu à l'appel, au message qu'il a laissé à mon père. C'était dans sa voix, c'était de la peur. Je ne comprends pas. C'était pas de l'énervement, c'était pas rien. C'était vraiment de la peur. Viens m'aider. Je ne comprends pas. Ils veulent me tuer. Voilà ce qu'il a dit. C'est ça. Exactement. Il sort, donc du coup, sa voiture, il se remet sur la voie de la route, quoi. Oui, il déplace sa voiture. Voilà, il sort de la place de parking, entre guillemets, et il se remet sur la voie de la route. Donc, c'est là qu'il y avait combien de policiers? Alors, il y avait la brigade, elle se composait de 8 policiers. Alors, il y avait 3 ADS, 3 gardiens de la paix. Voilà, merci. 3 gardiens de la paix et 2 brigadiers chefs, en fait. Donc c'est une course-poursuite un petit peu. Ah, pas du tout. Même pas, parce qu'en fait, au moment où Louis a remis la première et est parti, il était à très faible vitesse, en fait. Oui. Très, très faible vitesse. Je crois que la reconstitution, elle disait 4 km/h. Ah oui. Donc vous voyez, c'était vraiment... voilà, il a mis la première, quoi. Oui. Et donc là, il y a donc 3 policiers qui se sont mis à tirer. Ah, même pas sincèrement, il était proche. Ils étaient proches, il était devant eux, en fait. Et donc là, ils ont tiré 18 coups. 18 balles. Voilà, 18 balles, dont 3 ont été mortelles. Ah, oui. Celle l'a tué sur le coup, en fait. Par contre, moi, ce que nous dénonçons, c'est que, en fait, les 3 qui ont tiré, ce n'étaient même pas des brigadiers chefs, c'était 2 ADS, c'est-à-dire 2 adjoints de sécurité et une gardien de la paix. Et entre autres, il y a un adjoint de la sécurité, Steven, excusez-moi, mais je dis le nom, qui a tiré 12 fois. C'est un acharnement. On peut pas laisser cet acte fait par un ADS
même pas un brigadier, même pas un gardien de la paix. ADS, c'est 14 semaines de cours. Je veux dire, on ne peut pas leur laisser des armes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et qu'on puisse les défendre en plus. Parce que, bon, il y a quand même eu un mort au bout. Et oui. Voilà, la vie de Louis est quand même partie en éclats. Donc, nous, voilà ce que l'on veut dire. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Cette interpellation a été faite, mais pleine de dysfonctionnements. Tout a été fait à l'envers. Tout. Pour imager, de l'interpellation jusqu'à ce que la voiture... parce que si vous voulez, il est mort sur le coup. Du coup, c'est son poids mort qui a fait avancer la voiture. Et donc, ça atterrit dans un... Je ne sais même plus comment on appelle ça à chaque fois. Une station d'épuration. Une station d'épuration au Super U qui est juste à côté de chez lui. Et pour vous dire, de l'interpellation de là où il s'est arrêté devant chez lui jusqu'à parce qu'il s'arrête malheureusement décédé, ça a duré 7 minutes. Donc, il n'y a même pas eu de temps de discuter avec lui pour lui dire on appelle les pompiers, restez dans le véhicule. Enfin, il n'y a même pas eu de discussion, en fait. Ça a été de l'acharnement, en fait. Et à partir du moment où ils l'ont encerclé, ce qui était bien. Il fallait l'encercler. Il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où ils l'ont encerclé, ils se sont acharnés. Ça a été un acharnement contre lui. Mais vraiment, c'était vraiment dirigé contre lui, mais vraiment l'acharnement. Et Steven qui tire 12 balles, qui vide pratiquement son chargeur. Il y avait des gens à côté. Ouais, bien sûr. En plus. Index Investigation a repointé tout le dysfonctionnement de l'intervention. Et en fait, les 18 coups tirés étaient bien plus dangereux que la voiture. On dit que c'est une arme maintenant, une voiture, quand elle démarre. Voilà, que c'est qu'une arme en fait. Mais en fait, la voiture à 4 km/h n'était pas du tout un danger. Et les gens, à la limite, s'ils étaient devant, ils se déplaçaient à cette vitesse-là. Tandis qu'une balle qui arrive, ce n'est pas possible. C'est surtout qu'un poids mort du coup, parce que du coup ils l'ont tué vraiment en 2 secondes. C'est même plus dangereux parce que la voiture elle va n'importe où, quoi. Enfin, il la contrôlait plus du coup. Enfin, et lorsque vous avez fait les auditions avec ces personnes-là ont tiré donc délibérément sur Louis. Bien sûr. Mais pourquoi ils n'ont pas tiré est-ce qu'ils vous ont expliqué sur les roues ou ailleurs? Soi-disant, sur les roues, ça ne marche pas. Apparemment, je ne connais pas, donc voilà. Mais apparemment, sur les roues, ça ne fonctionne pas. C'est leur réponse, du moins. Oui, mais ils auraient pu crever les pneus quand il était arrêté, tout simplement. Exactement. Enfin, voilà, nous, il y a des on réfléchit, il y a des Kaiser. Il y avait beaucoup plus de... Non, apparemment, il n'y en avait pas. Oui, justement. mais normalement, il devrait avoir ce genre de nous, d'armes. c'était surtout ça nos questions. C'est surtout quand il était à l'arrêt, pourquoi voilà, ils ont pas déjà laissé les véhicules, en fait. Il était déjà bloqué. Donc, pourquoi lui laisser, entre guillemets, une porte de sortie et pourquoi, s'il voulait vraiment le laisser à l'arrêt, crever les pneus sur place ou lui prendre les clés de la voiture, vu qu'ils ont cassé la vitre. Dans tous les cas, ils avaient accès un petit peu au tableau de bord. C'est toutes ces questions. Et c'est surtout, les balles qu'on a retrouvées également sur lui, il y en a qui étaient au niveau de sa tête. Donc, c'est même pas délibéré vers le plus bas possible pour blesser, même si, voilà. C'était quand même à hauteur de tête. Donc, Et il y a 3 balles qui n'ont jamais été retrouvées. Ah oui, bien sûr. Elles sont où? Ah oui. Elles sont pas dans la voiture. Elles sont pas dans Louis. Je veux dire, voilà. Et ils n'étaient pas par terre. Donc, il y en a 3 qui n'ont pas été retrouvées. C'est ça. Donc, on peut se poser la question. Il y avait des enfants qui jouaient, pour imager, il y a des enfants qui jouaient partout, qui faisaient du vélo. Il y avait du monde. C'était vraiment... c'est un quartier qui est... Mais Louis, c'était pas un délinquant. Il n'était pas armé. Non, pas du tout. Donc, casier vierge. Ouais, casier vierge en plus. Donc ça, ils étaient au courant puisqu'ils ont fait, sûr. par rapport à la plaque d'immatriculation, ils ont fait un contrôle Bien sûr. routier classique. Il s'ensuit qu'il avait peur. Oui. Il a ouvert un tout petit peu sa vitre Oui. et ça a dégénéré. Complètement. Parce qu'ils l'ont gazé en fait directement. Voilà, ils ont vidé de bombes lacrymogènes dedans et avec le tonfa, c'est toujours Steven, avec le tonfa, en fait, ils le frappaient. Ah, il le frappait par la vitre? Ah oui, il le frappait par la vitre et donc il avait le bras plein d'échymoses. Ah ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette intervention a été un déchaînement de violence en fait. Si ce serait que l'intervention en plus, il y a aussi la suite. C'est que moi-même, ma sœur et un ami, on était à Super U justement, on faisait les courses pour cette fameuse soirée le soir où on devait l'inviter.
Et en fait, on est sortis pile au moment où on a entendu les coups de feu. Donc c'est là où j'ai dit à ma sœur et mon amie, oh bah il y a des pétards. C'est un quartier où ça se peut qu'il y ait des pétards, c'est pas choquant sur le coup. Et en fait, c'est de mon ami qui était plus grand que moi qui me dit, ah non là c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. Et de toute façon, ça s'est passé tellement vite qu'après, donc la voiture, on l'a vu traverser, parce que si vous voulez, le Super U est un peu plus en hauteur. Et lui, où il était plus bas, il y avait un terre-plein. Donc on a vu la voiture monter le terre-plein et s'encastrer donc, dans la station d'épuration, je vais y arriver. Et c'est de là où ma sœur a dit, c'est tonton. J'ai dit non, cette voiture-là, tout le monde l'a, entre guillemets, c'est un scénic. Donc on a couru envers la voiture et c'est de là où les policiers nous ont regardés et nous ont dit tout paniqué, on est vraiment désolés, venez nous aider vraiment, on ne sait pas quoi faire, il faut nous aider. Donc on s'est regardés, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Et c'est de là ma sœur qui a dit c'est tonton, je suis sûre que c'est tonton. Donc il y a une policière qui est venue nous voir. Un gardien de la paix, c'était un gardien de la paix. Oui. Qui est venu nous voir en s'excusant, en disant je suis vraiment désolée, ça devait pas se passer comme ça, en pleurs quoi, elle était vraiment en pleurs, elle nous a pris dans ses bras. Et donc le policier derrière qui continuait à dire faut venir nous aider, faut venir nous aider. Donc malheureusement j'ai poussé mon ami qui était ambulancier, qui a aidé du coup à sortir mon oncle de la voiture. Ah oui. C'est lui qui a fait les premiers gestes de secours parce qu'ils étaient tout paniqués. Donc il l'a massé. Après, dans l'intervalle, on est arrivés. Donc ma sœur a appelé mes parents entre-temps. Donc ils sont arrivés en 5 minutes, ils étaient juste à côté. Et c'est de là en fait j'ai voulu aider mon ami parce que sans que ça paraisse un massage cardiaque c'est très très pesant et puis il avait du sang partout et il était tout paniqué quoi. On venait juste de le voir, on a mangé avec lui le midi en fait avec mon oncle, on venait juste de le voir tout heureux. Donc j'ai voulu l'aider. Le GPN est arrivé entre-temps. Parce que justement, comme je vous ai dit, il y avait du monde autour. Donc forcément, la foule est arrivée pour voir, par curiosité. Donc ça faisait quand même un mouvement de foule. Donc les GPN est venu pour canaliser un petit peu ce qui se passait. Et donc je n'ai pas réussi à passer pour ne serait-ce que tenir la main de mon oncle ou aider au massage cardiaque ou apporter quand même mon aide à ce qui se passe quoi. Parce que ils m'ont dit que je pouvais pas passer quoi, ils m'ont carrément poussé parce que je pense qu'ils étaient un peu paniqués. Parce qu'ils savaient déjà qu'il était décédé. C'était pas encore acté en tout cas. Ouais. Du coup donc j'ai pas pu passer et il y a un inconnu à côté qui passe, je suis médecin. Est-ce que je peux passer? Ils l'ont laissé passer. On a su après que c'était pas du tout un médecin, c'était juste un curieux qui a voulu s'approcher. Il y a des vidéos, de toute façon. Et donc, je retourne vers la policière et ma sœur. Et donc là, la policière se met à tomber dans les pommes. Clairement. Donc, avec ma sœur, on a dû la porter, la décaler, parce qu'elle était par terre. Et donc voilà, donc tout le monde arrive. Les pompiers, nous, ça nous a paru une éternité, mais les pompiers arrivent enfin. Ma famille aussi, du coup tout le monde arrive, la sœur de Louis, son frère, tout le monde. Et puis après on arrive à l'hôpital et le verdict qui était déjà décédé en fait sur le coup quoi. Donc là on tombe. En plus vous étiez au même endroit, dans le même lieu, vous avez vécu cette scène-là. Bah oui, c'est pour dire. C'est un traumatisme qui est encore plus important. Les coups de feu. Ils ont entendu les coups de feu. Pour dire que je pensais que c'était des pétards, c'est que ça a été tiré en 18 balles en 5 secondes. Quoi. Vraiment, c'était pas réfléchi, c'était on tire, point. Il n'y avait pas de. C'était clairement de l'acharnement, quoi. Donc arrivé à l'hôpital, donc ils vous appellent. On était dehors, quoi. Ça a duré même. Ça a duré une éternité. Moi, j'avais l'impression que ça a duré une éternité. Ils ont fini par nous appeler et donc nous annoncer le décès de Louis. Mais que s'est-il passé après? Est-ce qu'ils ont reconnu leur tort? Eh bien, malheureusement. La bataille a commencé. Donc, on est rentré chez nous, chez la Turloin. On arrive chez nous, il y avait déjà tous les médias devant la porte. On a directement nous fait appel à une avocate qui était renommée. C'est pour ça qu'on l'a prise. D'Orléans. Et qui nous a dit directement, OK, il y a les médias, on ne discute pas.
vous n'ouvrez pas la porte, vous ne donnez pas votre numéro, par téléphone, vous ne discutez pas de l'affaire, vos téléphones sont sur écoute, vous ne faites rien du tout. Chose qu'on a faite, mes parents sont directement partis au Portugal pour prévenir la mère de Louis et pour la récupérer pour pas qu'elle la prenne via les médias, justement, parce qu'on savait pas ce que les médias allaient dire. Et donc c'est de là que notre avocate nous a tout coupé de tout média, de tout extérieur pendant plusieurs mois, parce que ça a duré quand même plusieurs mois que les médias nous appellent, nous contactent, du coup on refuse. Et ce qu'aujourd'hui, du coup, on regrette fortement, parce que déjà sur les médias, quand on a lu les médias après ce qui s'est passé, c'était le forcené, c'était des choses terroristes et des choses du coup dites d'extérieur que des personnes ne connaissent pas. On peut pas les en vouloir parce que du coup on n'a pas donné parole, mais ça fait mal. Par rapport, en tant que journaliste, ils devraient quand même s'assurer de leurs sources, puis de mesurer leurs mots quand même, parce que c'est un humain quand même. Après ils veulent du sensationnel. Tout à fait. C'est ça. Mais donc voilà, on peut des pas. Des fois ils déforment beaucoup. Exactement. Et puis à Chalette-sur-Loing, Montargis, il se passe jamais rien, c'est vrai. On peut pas dire qu'il se passe des choses. Enfin, en 2017. Il se passe des choses quand même. Oui, mais en 2017. Il y a des choses quand même. Il y a 9 ans, honnêtement, c'était pas non plus. Bon, maintenant de plus en plus, malheureusement. Hein, mais il y a 9 ans, c'était pas non plus une ville, on va dire, où il y avait des trucs sensationnels. Alors que là, la mort un refus d'obtempérer, il est mort. Alors là, c'était sensationnel, quoi. C'était vraiment, voilà, quoi. Et donc donc aujourd'hui, en tout cas pour cette partie, aujourd'hui nous on regrette parce qu'on se dit qu'on aurait parlé aux médias, au moins on connaîtrait la vérité. Oui. Ce qui s'est passé réellement, qui il était vraiment, ça ils n'ont à forcené. Et peut-être que ça nous aurait ouvert d'autres portes. On aurait peut-être connu Index plus tôt pour refaire la reconstitution qui est très très bien faite et franchement qui aujourd'hui, pour moi, à mon sens, montre beaucoup de détails on comprend encore mieux, même si les vidéos déjà qu'on a sont déjà très explicites, hein, clairement on voit très bien ce qui s'est passé, mais avec leurs détails à eux, c'est encore c'est encore mieux. Oui, parce qu'ils ont vraiment tout tracé. Donc on voit bien. Et ça a commencé quand, justement, cette investigation de la reconstitution? Alors, donc, nous, on a fait la première reconstitution avec notre avocate. Donc, ça, c'était 2017, 18, 19. C'était, oui, allez, on va dire peut-être 2 ans après, ouais. 2 ans après. Mais pendant ce laps de temps, rien. Que s'est-il passé? Rien du tout. J'ai même pas été témoignée. Enfin, ma sœur et mon amie, on n'a même pas été témoignés alors qu'on était présentes ce jour-là. C'est mon père, toi aussi? Non, moi je sais pas. Alors, les frères et sœurs qui ont été témoignés, mais... Il n'y a pas eu d'investigation dans la cellule policière? Alors, si, il y a eu une enquête. Il y a eu l'IGPN, etc., qui sont descendus. Sauf qu'il faut quand même savoir que quand là, on s'attaque à des policiers, à des forces de l'ordre, enfin des policiers, des agents de sécurité, plus exactement, parce que c'est contre Steven, forcément, c'est leurs collègues. Donc, en fait, c'est des contre-enquêtes, si vous voulez. Là, on voit, j'ai réussi à avoir le dossier d'instruction de Louis. Oui, on a dîné ensemble hier soir, c'est quelqu'un de très bien, il est très posé, c'est pas une enquête pour moi. Parce que, en fait, ils se couvrent l'un et l'autre. Ouais. C'est des collègues. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas d'enquête. On peut pas dire qu'il y ait d'enquête. Nous, on nous a même pas entendus réellement, en fait. Oui. Et quand je lis le dossier d'instruction, il faut voir toutes les bêtises qu'ils ont mis. Ils ont même réussi à refaire vivre le père de Louis, qui est décédé depuis 30 ans. Parce que Louis est tombé malade à la mort de son père. C'est ce qui a entre parenthèses, un petit peu déclenché ces crises de schizophrénie. D'accord. Et donc, le père de Louis était présent. Alors, ils ont même réussi à se tromper sur la date. Et voilà, ils se sont trompés sur la date. Enfin, ça a été fait, mais n'importe comment. Je suis sa fille. Enfin, ma sœur et moi, on était ses enfants. On était dans la voiture avec lui. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Et donc, du coup, on n'a jamais... Ça, en fait, le dossier d'instruction, je l'ai eu il y a 3-4 ans, pas plus. Donc, il y a eu un non-lieu, une confirmation de non-lieu, une cassation, donc le non-lieu en 2022, la confirmation aussitôt après, la cassation en 2025,
Et donc maintenant, nous sommes à la Cour européenne. Ah, d'accord. Nous avons déposé un dossier à la Cour européenne, car c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que les gens comprennent que les refus d'obtempérer, parce que alors ça en ce moment c'est le Exactement. Il y a plusieurs cas comme ça. Oui, exactement. Et cette voiture, il n'aurait jamais pu s'enfuir. Ils auraient discuté avec lui. Les pompiers seraient arrivés parce qu'ils avaient appelé quand même les pompiers. D'accord. Et ça se serait passé complètement différemment. Louis, le 19 août 2017, ne devait pas être au cimetière. Oui. Il devait être en asile psychiatrique. C'est tout. Voilà. Donc nous, voilà, nous là, ce témoignage, en fait, c'est vraiment pour raconter l'histoire de Louis. Et donc, la brigade qui a été complètement inefficace et meurtrière ce jour-là. Je repense à quelque chose, enfin là, tout de suite à l'instant. Ils ont réussi à écrire sur leur dossier, leur rapport, que donc on était ses filles et qu'on était dans la voiture avec lui. Et ils se sont pas dit, on va les témoigner, on va leur demander leur témoignage. Ils se sont pas dit, c'est peut-être intéressant s'ils étaient dans la voiture avec lui pour voir ce qui s'est passé réellement. Enfin, du coup, là, après coup, j'y repense, mais... Mais c'est là où il y a un point d'ombre dans votre témoignage, c'est que après la mort de Louis, il y a eu un enlisement et que rien ne s'est passé après. Rien. C'est ça. C'est-à-dire pas de sanctions, pas de médiatisation et pas de retour ni d'excuses aussi et même pas pour de votre famille. cellule psychologique, je veux dire. Enfin, ils le savaient très bien qu'on était là et ça a gêné personne. Si, c'est marqué dans le rapport qu'on a refusé. C'est plein de choses comme ça où quand on lit ce rapport, on se dit mais c'est pas possible. Mais l'avocate, quand vous avez eu l'avocate en contact, comment ça s'est passé les étapes? C'est-à-dire, est-ce que vous faisiez un point hebdomadaire, régulier avec l'avocate? Moi, je sais, juste de mon point de vue, parce que c'est surtout ma mère qui gérait tout ce qui est avocat, tout ça, et on l'en remercie. Mais nous, de notre côté, je sais qu'elle disait souvent, très souvent même, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous, ça a déjà été peut-être sûrement dur pour vous. Maintenant, pensez à vous reposer, à penser à autre chose, et surtout ne parlez pas aux médias. Moi, je sais que c'est les paroles que j'ai entendues plusieurs fois dire. Après... Parce que vous n'avez pas eu de suivi psychologique avec... Ah non, ça, bien sûr que non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme notre avocate nous disait qu'il fallait absolument pas ébruiter en fait cette affaire parce que ça n'allait pas plaire aux juges et que les juges allaient acter en notre défaveur. Donc du coup, on s'est tu, on s'est renfermés tous sur nous-mêmes, toute la famille. En fait, il faut bien se dire une chose, c'est que Stephen a tué Louis, mais il a tué une famille aussi. Et oui. Parce que on était une famille très unie. Très unie, et maintenant tout le monde est un petit peu. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, on a tous une manière de vivre notre douleur. Ouais. Et donc, du coup, on s'est tous un petit peu éloignés. Il a vraiment tout détruit. Mais tout. Oui. Je veux dire, Louis, bien sûr, en premier lieu, bien évidemment. Mais il y a tout l'arrière, en fait. Et là, ça va faire 9 ans. Ça va faire 9 ans. On essaye de se reconstruire. Mais on sait très bien qu'on ne se reconstruira jamais. Ah oui, c'est sûr. On n'aura jamais réponse à nos questions. On n'aura jamais justice. Du coup, on n'aura jamais justice envers nous. Donc ça, c'est sûr que... Donc la seule chose que l'on peut faire maintenant, c'est que cette histoire puisse connaître le jour, en fait. Et surtout que pour la mémoire de Louis, que tout ça ne se reproduise pas. Je veux dire, il y a la santé mentale en France qui est très mal prise en charge aussi, parce que une semaine avant le décès de Louis, il était au CMP tous les jours. Au CMP de Montargis, il était tous les jours. Le mercredi, ils ont appelé ma belle-sœur en leur disant « Louis s'est agité, il faut faire quelque chose. » Ah, internez-le. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. Ah, et qui peut le faire alors ? Et pourquoi il ne pouvait pas le faire ? Parce que c'est contre sa volonté. D'accord. Mais si donc, elle fait un rapport... en fait, il faut que ce soit les forces de l'ordre, il faut que ce soit le préfet, et éventuellement les médecins. Mais aucun médecin n'a voulu prendre la responsabilité de l'interner. C'est surtout qu'il avait rendez-vous le vendredi soir, il était avec sa psychiatre. Il est mort le samedi à 17h30. Elle lui a dit on se revoit lundi. On se revoit lundi.
pourquoi. Enfin, elle l'a vu 5 minutes et elle s'est dit, bon, on se revoit lundi. Ouais. Ça a été la mort de Louis a été un enchaînement, de malfaçons, mais à tout point de vue. Si on part du début, c'est-à-dire le CMP, ensuite la police, et ensuite, il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a jamais eu de vrai jugement. C'est ça, en fait. C'est- Après, vous n'avez aucune information, Non. à loi part 400. la reconstitution, Oui, mais sinon, vous avez pas d'autres analyses Non. des faits. Si, ce qu'on a su, c'est juste la police, la gardienne, Peggy, la gardienne de la paix, qui est tombée dans les pommes, tout ça. On a su après, pour montrer quand même l'impact des choses et la violence, c'est qu'elle a été, elle, du coup, dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, elle parce était que ça suivie. l'a. Oui. Il n'y avait pas que ça, je pense, dans sa vie, hein. Mais c'est le point final ça l'a tellement impacté que du coup, elle a fini par aller à l'hôpital, quoi. Il y a beaucoup d'associations qui vivent la même chose que vous. Vous, est-ce que vous avez une association aussi? Oui, alors nous remercions Save, Samia, qui nous a pris en charge, mais c'est pareil, qui nous a pris en charge 7 ans après, parce que vu qu'il fallait se taire, et puis donc voilà, donc oui, on est avec Samia, Save, qui fait un travail formidable sur la loi 435-1. Qui protège donc les refus d'obtempérer, qui protège les policiers contre le refus d'obtempérer, qui fait un travail formidable. Oui. Donc oui, nous sommes avec eux et avec Flagrant Déni, aussi un journaliste Lionel qui, pareil, nous aide beaucoup en fait. C'est ça. Donc voilà. Et nous, on a un compte Instagram aussi, du coup. Ouais. C'est justice.pour.louis. 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 D'accord. Voilà. Justice pour Louis. Voilà. Avec des points entre. Et donc, nous, on s'est permis de mettre une cagnotte sur Instagram. Alors, de base, on n'est pas trop sur ce genre de choses. Non. Mais là, évidemment, on est à la cassation aujourd'hui. Non, Ça, on est à la Cour européenne. Pardon, on en parlait tout à l'heure. La CEDH. Cour européenne. Mais tout ça, pour y aller, il faut des moyens, il faut des avocats, il faut plein de choses. Et donc, du coup, voilà, on s'est permis de mettre une petite cagnotte s'il y a des personnes qui souhaitent nous aider. C'est toujours plaisant pour aller le plus loin possible, afin de pas enlever cette loi, mais l'arrondir, du moins, remettre des choses dedans, plus précis, du moins, qu'elle soit un peu moins bancale. Je trouve que là, elle est très floue. C'est surtout... cette loi, à partir du moment où il y a un refus d'obtempérer, ils ont le droit de tirer, point barre. Voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors qu'il devrait y avoir plusieurs cases quand même, et puis selon les cas. En fait, que les victimes aient un vrai jugement. Un vrai jugement. C'est non, à partir du moment où c'est la police, la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre, on va dire, il y a pas de jugement. Alors que ça reste des humains, et tout le monde, c'est des erreurs qui doivent être oui, totalement. En aucun cas, Louis, comme je disais tout à l'heure, en aucun cas, le 19 août 2017, Louis devait être au cimetière. Il devait être en hôpital psychiatrique. Et tout ça, ça reste impuni. On n'a pas d'explication et on n'en aura jamais. Parce que maintenant, à la Cour européenne, ça va être la France qui va être condamnée. Ça veut dire que les policiers qui ont tiré et qui ont tué Louis... il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien pour eux, c'est terminé pour eux. Tout va bien pour eux. Voilà. Ils auront ça sur leur conscience, déjà. Alors, oui et non, parce que justement, pendant la reconstitution, Steven s'est permis de dire que si c'était quelque chose à refaire, il le referait. Droit dans les yeux, pas à nous, mais du coup, à la personne qui lui a posé la question, clair, net, précis, c'est bien écrit, noir sur blanc. Ça, on l'a bien su. Je pense que oui, Peggy, je pense qu'elle restera marquée à vie de cette histoire. Malheureusement, cette pauvre femme, voilà. Même si elle a tiré, elle aussi, elle en a tiré que 2 des balles, et elle, apparemment, les balles ont été retrouvées dans les pneus, dans le bas du véhicule, je veux dire, voilà. Mais oui, moi j'en veux énormément à ce Steven qui il est dangereux. Il a déchargé. Il est dangereux. Et il est toujours en fonction aujourd'hui. Eh bien non, en janvier 2018, comme par hasard, il a voulu passer des diplômes, on lui a dit non. Donc il n'est plus. Il ne fait plus partie des forces de l'ordre.
Donc déjà, Oui, il y a c'est une déjà bonne ça, chose. oui. Mais bon. Déjà, c'est une bonne chose. Mais pourquoi la mort de Louis reste impunie? Pourquoi elle reste impunie? C'est pas possible. Enfin, si, malheureusement, ça va être possible parce que c'est fait. Oui, mais il faut le revendiquer. Pour, mais voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, je répète, hein, notre témoignage n'est vraiment pas du tout à visée politique ou à visée anti-force de l'ordre. Pas du tout. On a besoin des forces de l'ordre, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais ils sont là pour nous protéger, pas pour nous tuer. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi de nombreuses affaires. Bon, je pars par rapport, je fais une translation par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, avec ICE, les milices ICE, lors de contrôles, ils font aussi des erreurs de brutalité et de tuerie aussi. Bien sûr. Et il n'y a pas de, pareil, il n'y a pas de sanction. Bien sûr que non. Non, non. C'est dès qu'on leur donne un petit peu de pouvoir Tout à fait. et les armes. En fait, les crimes policiers restent impunis. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qui doit changer. Les crimes policiers doivent être punis comme toute autre personne. Sachant que c'est sur une personne qui est non armée. Bien sûr. Ben, voilà, votre oncle était un petit peu dans un état de crise parce qu'il avait peur. Bien sûr. Donc il montrait des signaux un petit peu d'énervement et d'agacement. Bien sûr, oui. Mais, comme vous le disiez, il y avait les voisins et les personnes qui étaient là qui connaissaient son état mental. Oui. Mais ça n'a pas suffi malgré les alertes. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Des alertes, il y en a eu en fait à partir du mercredi jusqu'au samedi soir, il y a eu des alertes entre le CMP et après donc la police qui a fini enfin voilà, on n'a jamais été entendu. En fait, pendant 30 ans, pendant la maladie de Louis, on n'a jamais été entendu. Vous saviez, des fois, quand on voulait l'interner, en fait, mais parce qu'on sentait que ça n'allait pas, c'est pas parce qu'on voulait s'en débarrasser. Oui. On nous disait, mais pourquoi vous voulez l'interner? Pourquoi? Faites appel à la police, faites appel aux pompiers. Écoutez, on le connaît, on sait comment il est. Il commence à vaciller, on le voit. Il se lave les mains tout le temps. Quand il commençait à se laver les mains tout le temps, on savait que de toute façon, il allait y avoir une crise. Donc en fait, pendant toute la maladie de Louis, nous, la famille, on n'a jamais été entendus. Après la mort de Louis, on n'a jamais été entendus. C'est ça. Et à chaque fois, on nous met en fait en porte-à-faux, si je peux m'exprimer ainsi, en disant c'est de votre faute. Parce que ça aussi, on l'a entendu. Hein. Pourquoi vous l'avez pas fait interner? Pourquoi vous l'avez pas laissé enfermer? Pourquoi? Voilà. Tout le temps. Alors, entre Louise, qui était malmenée, et la famille aussi, forcément. Donc, il y a ce côté-là aussi, ce côté médical, où il y aura plein de choses aussi à faire pour les familles de malades psychiatriques. Parce qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien de fait. Il n'y a pas le suivi, il n'était pas assez fluide. Tout à fait. Et dans chaque étape, malgré le fait de savoir qu'il était dans des états un petit peu psychotiques, tout à fait, ils n'ont pas pris la décision de l'interner. Exactement. Mais il était interné un petit peu avant, c'est ça? Combien de temps? Il a été interné plusieurs fois, si vous voulez. Oui, mais en discontinuité, oui. À chaque fois, quand il allait un petit peu mieux, il ressortait. Exactement. Et là, honnêtement, avant cette crise-là, ça faisait bien 10 ans qu'il n'avait pas fait de crise. Le traitement. C'était énorme. Ah bah oui, le traitement était stable. Je veux dire, il prenait son traitement et il le savait. Il le savait. Il avait tellement peur de l'hôpital psychiatrique qu'il le savait. Il savait qu'il fallait qu'il prenne ses médicaments parce que sinon, il partait. Oui. Il partait. Donc voilà, c'était. Donc à quel âge il a eu cette Ses premières crises, je dirais vers l'âge de 20 ans. En gros, c'est. Alors, au début, on ne savait pas trop que c'était des crises de schizophrénie bipolaire. Puis, je vous parle de ça il y a quand même une trentaine d'années, enfin maintenant presque 40 ans. On ne savait pas trop. On ne savait pas trop, et puis peut-être qu'on ne voulait pas le voir non plus, tout simplement. C'était donc, bon, nous sommes une famille franco-portugaise. Et donc, il y avait beaucoup de croyances aussi. Donc, on l'emmenait à Fatima. Enfin, voilà, on faisait de notre côté et les médecins n'arrivaient pas à mettre un nom, en fait. Oui.
Et jusqu'au jour où il a fait une très grosse crise. Et là, il s'est retrouvé interné à Sainte-Anne à Paris. Et donc de là, ça s'est découlé que petit à petit, les traitements ont été mis en place, si vous voulez. Mais on a mis beaucoup de temps. Ouais. Il y a eu beaucoup de temps avant de vraiment déceler sa maladie. Mais une fois que sa maladie était décelée, il était traité. Il était traité. Sauf que il y avait des épisodes. Il y avait des épisodes, quelque chose dans sa vie qui se passait, une contrariété. Et il basculait. Oui, ça. Oui. Voilà. Mais bon, avec la vieillesse, on va dire, avec la vieillesse, les crises étaient beaucoup plus espacées et il avait pris conscience qu'il fallait qu'il se soigne. Alors qu'au début, pas du tout. Au début, il était dans le déni, hein, donc de sa maladie, chose que l'on peut comprendre de toute façon. Hein. Donc voilà, ça a été. Et ce jour-là, il avait quel âge? Il avait 47 ans. Il était trop jeune pour mourir, et surtout dans ces conditions-là. Ouais. C'est ça. Dans la peur. Il a dû, mais ça devait être horrible. Il a dû sa tête, partir, mais dans une. Et puis se sentir abandonné. Enfin, Et quelle est la suite aujourd'hui? Donc c'est la Cour européenne. oui. Et est-ce que vous avez des Alors pour l'instant, on n'a pas périodes du tout de. dates? On a déposé le dossier en septembre 2025. Nous n'avons toujours pas de réponse. Notre avocate là devait. Notre nouvelle avocate, oui, hein, parce que bon, on en a eu 3 des avocats hein, dans tout ça. Donc là, notre 3e avocate, Lucie, doit se renseigner, mais bon, j'ai envie de vous dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Puis peut-être la peur du résultat aussi, encore une fois, qu'on soit encore déçus. Ouais. Parce que vous n'avez pas de visibilité sur la période. Du Ça tout. peut être 2026, 2027, 2028, vous savez Ouais, pas. on sait Vous êtes pas. dans le flou. On est dans le Vous êtes flou. dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente. Alors, en sachant que notre petit espoir, malgré tout, c'est qu'il y a quand même eu des affaires comme Louis, enfin de refus de violences policières, Bien sûr. de violences policières qui ont été jugées à la CEDH. La France a déjà été réprimandée, on va dire, contre ce genre d'affaires. Voilà, de faits. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on vous souhaite pour justice pour Louis, donc une belle cagnotte, que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre combat. Oui, s'il vous plaît. Voilà, Nous comptons sur la générosité de nos citoyens bien sûr. et l'empathie de nos citoyens. C'est surtout ça, c'est pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre enquête Tout à fait. et que aussi Louis puisse reposer en paix malgré. Tout à fait. malgré tout Tout ça. à fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à très vite. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Il était beaucoup rempli d'émotions. Parce que ça doit vous faire beaucoup de choses d'en parler encore aujourd'hui, après 10 ans, presque 10 ans que les faits se sont passés, de combat. Voilà. De détresse. Et puis de mise à l'écart aussi. Tout Parce à qu'on fait. vous a un petit peu mis à l'écart, mis un petit peu dans l'ombre pour mettre un petit peu l'affaire sous le tapis, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on va mettre cette affaire en lumière. Donc merci d'être venu en tout cas pour le témoignage. Et je vous souhaite tout le bonheur en tout cas. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci.